Ce jour-là, aucun intercepteur ne s'est levé. Pas un seul. Les radars israéliens se sont déclenchés, les sirènes ont hurlé et les missiles iraniens ont continué leur trajectoire jusqu'à Dimona. Sans résistance, sans réponse. Ce moment change tout. Parce que Dimona n'est pas une ville ordinaire. C'est le sanctuaire le plus gardé de l'État d'Israël. Une installation nucléaire fortifiée, construite en secret à la fin des années 50 avec l'aide de la France, et dans laquelle, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, au moins 80 ogives nucléaires auraient été produites depuis des décennies. 80. Dans un site que personne n'était censé pouvoir atteindre. L'Iran vient de l'atteindre. Et avec lui, la ville voisine d'Arad, où un seul missile de type Khorramshahr 4 aurait causé près d'une centaine de blessés et plusieurs morts. Un seul missile. Ce n'était pas un barrage massif. C'était une démonstration de précision chirurgicale. Et le message est limpide. Nous pouvons frapper là où nous voulons, quand nous voulons. Pour comprendre ce qui vient de se produire, il faut remettre les choses dans l'ordre. 2 heures avant la frappe sur Dimona, des informations concordantes, côté israélien et côté iranien, indiquaient qu'Israël avait tenté de frapper le site nucléaire de Natanz en Iran. Téhéran a confirmé que l'installation n'avait pas subi de dommages majeurs. Mais la réponse ne s'est pas fait attendre. L'Iran a riposté. Massivement, stratégiquement. L'armée iranienne a déclaré contrôler désormais l'espace aérien israélien dans son intégralité. Les médias israéliens eux-mêmes, Israël Hayom, Channel 12, ont reconnu ce que beaucoup refusaient d'admettre. Ce n'est plus Israël qui donne le tempo de cette guerre, c'est l'Iran. C'est un basculement sans précédent. Cette vague, la 74e, a visé le centre d'Israël. Tel Aviv touché. L'aéroport Ben Gourion frappé par des drones Arash. Dimona et Arad sous les missiles. Plus de 2700 Israéliens déplacés, dont 1 millier en 24 heures. Les autorités évoquent entre 4000 et 5000 blessés, un chiffre qui augmente heure après heure au fur et à mesure que les victimes sont retrouvées sous les décombres. Et il faut garder une chose en tête. Israël est un pays de la taille d'une région française. Ce n'est pas l'Iran, 14 à 15 fois plus grand. Chaque frappe résonne différemment à cette échelle. Les Israéliens passent maintenant plusieurs heures par jour dans les abris. Pas quelques minutes, des heures. Parce que les vagues iraniennes se succèdent à un rythme que les systèmes de défense ne parviennent plus à absorber. 3, 4, 5 alertes par jour. 3, 4, 5 ruées vers les abris. Jusqu'au point où les gens n'en sortent plus. Mais Dimona n'est pas qu'un enjeu militaire. C'est un enjeu symbolique d'une portée historique. Ce site est au cœur de ce qu'on appelle l'ambiguïté nucléaire israélienne. Une doctrine officieuse qui consiste à ne jamais confirmer ni démentir la possession d'armes atomiques. En 1967, le Bureau of Intelligence and Research du département d'État américain avait déjà évoqué la production de plutonium sur ce site, affirmant qu'Israël disposait alors d'une capacité nucléaire opérationnelle. En 1979, un double flash lumineux détecté au-dessus de l'Atlantique Sud avait alimenté des soupçons persistants d'un essai conjoint entre Israël et l'Afrique du Sud du régime d'apartheid. L'Iran n'a pas frappé le réacteur. Il ne cherchait pas à provoquer une catastrophe nucléaire. Mais ce qu'il vient de montrer au monde entier, c'est qu'il en a la capacité, qu'il peut s'en approcher, qu'il peut y revenir, à n'importe quel moment. C'est ce qu'on appelle un message de dissuasion. Et il a été reçu 5 sur 5. Pendant ce temps, Donald Trump traverse ce que les observateurs décrivent comme une phase de panique ouverte. En quelques jours, son administration a tenté d'alléger les sanctions sur le pétrole iranien. Une ouverture aussitôt rejetée par Téhéran, qui a répondu qu'il n'avait pas de pétrole à vendre aux États-Unis. Puis Trump a publié sur Truth Social un ultimatum lapidaire. Si l'Iran ne rouvre pas entièrement et sans menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis frapperont plusieurs centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. La réponse iranienne n'a pas tardé. Le président du Parlement iranien a été explicite. Toute attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes déclenchera des frappes immédiates sur l'ensemble des infrastructures critiques, énergétiques et pétrolières de toute la région, de manière irréversible. Et il a ajouté que le prix du pétrole resterait élevé pendant très longtemps. Ce n'est pas une menace en l'air.
Il y a quelques jours à peine, après que des frappes américaines et israéliennes ont visé le champ gazier de South Pars, l'Iran a déclenché une salve de missiles hypersoniques contre les infrastructures énergétiques du Qatar, dont l'installation de Ras Laffan, l'une des plus importantes au monde pour l'exportation de gaz naturel liquéfié. Des dégâts colossaux. Des mois, peut-être des années, avant un retour à la capacité d'avant-guerre. Le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, tous ont été frappés dans cette séquence. L'Iran a prouvé qu'il pouvait faire ce qu'il dit. Et voilà où se situe la fragilité fondamentale de la position américaine. Trump menace de détruire la plus grande centrale électrique iranienne. Sauf que cette centrale ne représente que 2,9% de la production électrique totale du pays. L'Iran dispose d'un réseau fortement décentralisé, conçu précisément pour résister à ce type de frappe. Résultat de 40 ans de sanctions qui ont forcé le pays à développer une autonomie énergétique de survie. À l'inverse,